Bonjour à tous. La saison des pluies sera normale à excédentaire au Burkina Faso. La météo annonce en tout cas une installation précoce des pluies dans certaines régions et une fin tardive dans tout le pays. Et puis dans ce journal, nous avons un invité, Maître Benewende Sankara. Il est le candidat unique que les Sankaristes ont désigné pour les représenter à la présidentielle d'octobre prochain. Merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Bon appétit à vous qui nous suivez à table. Le Burkina Faso n'est pas en marge du mouvement agroécologique mondial. Ce matin à Ouagadougou, plusieurs acteurs ont marché pour dire non aux produits de la firme Monsanto qui produit des semences OGM et des produits chimiques principalement pour l'agriculture. Amandine Lalsaga était à la marche et voici son reportage. La place de la Révolution a été le point de convergence des manifestants ce samedi matin. En plus du Burkina Faso, ils sont venus du Togo, du Mali, du Bénin, du Sénégal, de la Grande-Bretagne et de la Suisse pour dire non aux organismes génétiquement modifiés OGM. Fort de ce message, les marcheurs ont emprunté l'avenue de la Nation en scandant des slogans et des messages hostiles à tous ceux qui fabriquent et font la promotion des organismes génétiquement modifiés. C'est un mal mondial que Monsanto prétend dire qu'il est venu pour nous aider. Il n'y a rien comme c'est un poison. C'est la création, la mise en place d'un nouveau système de dépendance. Dépendance économique, dépendance sociale, dépendance culturelle. Nous disons non à cette dépendance. Nous préférons ce que nos papas, nos grands-papas, nos arrière-grands-papas avaient eu comme semence. C'est ces semences que nous voulons multiplier, que nous voulons pérenniser. Au rond-point des Nations Unies, un message a été remis aux représentants du ministre en charge de l'agriculture. Je puis vous assurer que ce message, cette déclaration va être remise à qui de droit et dans les meilleurs délais. Tout a été organisé en 2 mois, à peu près 2 ou 3 mois. On a été bien reçus. Donc on pensait qu'eux aussi, ils ont beaucoup contribué. Donc c'est pour ça qu'on se sent vraiment heureux. La marche de Rennes, capitale de Bretagne, est connectée officiellement avec celle de Ouaga. Rennes marche pour Ouaga et les idées de marche sont venues ensemble. Ça veut dire que l'idée de la marche de Ouaga s'est construite en même temps que l'idée de la marche de Rennes. Et les deux peuples sont aujourd'hui réunis pour marcher ensemble contre Monsanto, contre les OGM et pour la souveraineté alimentaire. Les organisateurs estiment à plus de 2000 le nombre de manifestants du jour. Selon eux, environ 430 pays à travers le monde marchent ce jour pour dire non aux organismes génétiquement modifiés. La firme Monsanto est présente au Burkina Faso. Elle a lancé hier à Ouagadougou son programme social. Avec ce programme social, la firme veut mettre environ 77 millions de francs CFA au profit de la réalisation de projets en direction des femmes et des enfants vulnérables en milieu rural. Des précisions avec Nathalie Kaori. Le programme social Monsanto se lance dans l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. Au Burkina Faso, Monsanto a choisi particulièrement de cibler ses actions sur les femmes et les enfants du milieu rural. Et depuis quelques années, on se concentre sur la femme et l'enfant parce que nous nous sommes rendus compte que non seulement c'est le groupe vulnérable, mais en plus, on se rend compte aujourd'hui que la femme est vraiment le pilier du développement dans nos sociétés. Cette année, Monsanto débloque $140 000, soit 77 millions de francs CFA, pour financer des projets au Burkina Faso.
Parce que Monsanto trouve qu'il doit être citoyen ici à Burkina, qui est responsable aussi d'investir dans les programmes sociaux pour aider les populations de Burkina, celles-ci qui ont le plus besoin. Pour ça, on a créé ce programme et on a demandé les comités pour nous aider à choisir les meilleurs programmes sociaux qu'on peut investir dans les Burkinabés. Les projets éligibles de Monsanto sont les ONG et les associations à but non lucratif. Les critères de sélection sont la pertinence, la faisabilité, la durabilité et l'ancrage du projet dans sa zone d'exécution. Actif aux côtés des cotonculteurs, Monsanto a initié le Mobicot en partenariat avec la Sofitex et l'UNPCB. C'est une opération d'information des producteurs sur les étapes clés de la culture du coton. Kadouro Benki. Il y a une opportunité de lier la circulation de l'information à l'amélioration de la production agricole, selon des études faites par le Monsanto. C'est ce constat qui a conduit la Sofitex, l'UNPCB et le Monsanto à mettre au point le système Mobicot, le mobile coton au Burkina Faso. Un système pour donner des flashs d'informations aux cotonculteurs sur les étapes essentielles de la production cotonnière. Si tout se passe bien, les premiers messages seront envoyés soit en fin de cette semaine, soit en tout début de semaine prochaine. Ça a pour but surtout de remettre en situation les agriculteurs en disant attention, entre la préparation de sol, les semis, les désherbages, les insecticides, la récolte, le stockage, ce sont des étapes clés. Les bénéficiaires présents à cette cérémonie de lancement officiel de l'opération apprécient déjà l'idée. Tu peux être occupé dans d'autres choses, tu oublies, mais tu peux, si on te rappelle, ça te galvanise. C'est un système qui va permettre de compléter notre dispositif d'appui conseil. L'opération d'information par téléphone constitue la première phase du système Mobicot. Si elle s'avère un succès, les différents partenaires du projet entendent passer à la deuxième phase. Une phase où le producteur pourra appeler gratuitement pour demander conseil par rapport à un problème précis qu'il rencontre dans son exploitation. Pour l'ensemble des producteurs du Burkina Faso, la météo est porteuse de bonnes nouvelles. Elle annonce que les pluies seront au rendez-vous cette année. En avance dans certaines régions, elle devrait avoir une fin tardive dans tout le pays. Des précisions avec Ernest Kambiré. La pluviométrie sera-t-elle au rendez-vous dans le temps et dans l'espace au Burkina cette année? Cette question, bon nombre de Burkinabés se la posent sans pour autant en avoir la réponse. Eh bien, selon les résultats des prévisions météorologiques rendues publiques, l'espoir d'une bonne saison pluvieuse est permis au Faso. Si on se base sur l'état actuel de nos prévisions, on peut dire que la saison de pluie sera relativement, disons, normale. Je le répète encore, normale à tendance excellente. Ce qui veut dire qu'on s'attend plus à une situation favorable. Surtout, et je précise, pour le cumul pluviométrique des mois juillet, août, septembre et aussi de juin, juillet. Donc, on s'attend à ce que, cumulativement, les 3 mois nous donnent une quantité d'eau assez supérieure à la normale. Pour les dates de début et de fin de la saison des pluies sur l'ensemble du territoire, la météo prévoit 2 situations. Une installation précoce à tendance normale dans les régions de la boucle du Moun, du nord, de l'ouest, du Sahel, du centre-nord, du plateau central et du centre, ainsi que la moitié nord de la région du centre-ouest. Sur la base de la climatologie, il est fort probable que la saison des pluies débute dans ces régions avant le 5 juin, étant entendu que le reste du pays connaîtra une installation tardive anormale de la saison avec une fin tardive sur l'ensemble du pays. Allons maintenant à Koudougou, où les acteurs du mécanisme africain d'évaluation par les pairs se sont retirés les 19 et 20 mai derniers. Ils ont pu valider les rapports nationaux de mise en œuvre des programmes d'action pour les années 2013-2014. Jonas Wemba. Ces représentants des directions générales des études et des statistiques sectorielles des ministères et institutions et ceux des organisations de la société civile se penchent à présent sur les rapports 2013 et 2014 de mise en œuvre des 197 recommandations issues de l'évaluation du Burkina en 2008 par le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP.
Il s'agit des recommandations axées sur la gouvernance et prises en compte dans des programmes d'action des pays membres. Les présents travaux devront donc aboutir à un rapport validé sur ces programmes que le président du Faso va présenter devant ses pairs en janvier 2015 lors du 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du MAEP. Lorsqu'un pays est évalué, les recommandations sont partagées à l'ensemble des acteurs de la gouvernance. Et par la suite, une année après, ou chaque année après, on revient vers eux pour leur demander est-ce que les recommandations qui ont été adressées au pays, est-ce qu'il y a des avancées qui ont été faites dans ce sens. Donc, il est normal qu'on parte vers les acteurs de la gouvernance à qui les recommandations sont adressées pour qu'ils nous mettent à notre disposition, pour qu'on puisse vérifier les indicateurs d'avancée des différents secteurs de la gouvernance qui sont la gouvernance démocratique et politique, la gouvernance des entreprises, le développement socio-économique et la gouvernance financière. Les participants vont donc ensemble analyser les données en matière de gouvernance recueillies auprès de différentes structures administratives. Le rapport final qui en sortira sera transmis au Conseil des ministres pour adoption. La Suisse va rester aux côtés du Burkina Faso dans cette période délicate que le pays traverse. Son nouvel ambassadeur l'a dit au président du Conseil national de la transition à qui il a rendu visite. Thomas Litcher s'est exprimé à sa sortie d'audience au micro de Tanga Kafano. Le Burkina a été un partenaire prioritaire pour nous dans la coopération et j'ai expliqué au président que après la fin d'octobre, la Suisse n'a pas hésité ou n'a pas reculé, mais au contraire, on a augmenté encore notre engagement. On a pris des engagements qui se chiffrent à 27 milliards de francs CFA depuis novembre dernier, y inclut pour soutenir des processus extrêmement importants tels que le processus électoral où nous avons engagé autour de 5 millions d'euros en euros pour soutenir justement surtout des partenaires dans la société civile. Le président, de son côté, m'a expliqué, disons, la transition, le travail de l'institution qu'il dirige et le défi que cette transmission encore pose. Voilà, donc c'était une première prise de contact et, qui était pour moi extrêmement utile. Je vous l'ai dit au début de ce journal, notre invité de ce jour est Maître Benewende Sankara. Il a reçu l'onction de toute la famille sankariste dimanche dernier et il en est le candidat pour la présidentielle d'octobre prochain. Bonjour Maître Sankara. Bonjour Madame. Alors, nous vous recevons au lendemain de la mort de Norbert Michel Tiendrebeogo. Quelle est votre réaction à cette disparition? D'abord, nous sommes très affligés parce que j'ai eu l'occasion de voir le camarade. La dernière fois que je l'ai vu, j'étais avec Mariam, c'était le 15 mai au soir, c'est-à-dire la veille de l'ouverture de notre convention. Par rapport au tout premier jour de son admission à l'hôpital, je l'ai trouvé vraiment jovial. J'ai trouvé qu'il était en train de vaincre la maladie. Donc hier, quand j'ai reçu ce coup de fil qui m'annonçait son décès, au début, moi j'étais dubitatif. J'ai même demandé au vice-président Bastien Nestor d'aller vérifier. Et qu'est-ce que vous voulez? Le sol en a décidé autrement. C'est une triste réalité. Et toute la famille sankariste aujourd'hui pleure la disparition d'un homme qui n'avait pas la langue dans sa poche, qui assumait ses convictions et qui n'a jamais fait de compromission depuis les premières heures de la Révolution. Norbert Michel Tiendrebeogo est un pionnier de la lutte pour l'unité. Il a beaucoup œuvré à l'avènement du Front progressiste sankariste que je dirige et qui a été un acteur clé dans l'unité des sankaristes.
Alors, Norbert Michel Tiendribego s'en va alors que la famille sankariste s'est trouvée un candidat unique pour la présidentielle. Quel pourrait être l'impact de cette disparition-là sur les jours à venir? C'est vrai, il laisse un vide, un grand vide que les sankaristes vont devoir combler très difficilement. Mais je pense qu'avec l'unité retrouvée, nous ferons certainement le serment de fidélité à sa mémoire pour continuer ce combat, cimenter l'unité, aller de l'avant. Je crois que c'est la seule chose que nous pouvons faire en tant que sankaristes pour respecter le combat de l'homme et respecter la mémoire de l'homme. Vous avez parlé tantôt d'unité. Certains doutent de la sincérité de cette union-là. Boukari Kaboré dit le Lion, par exemple, attend de voir la suite avant de se laisser convaincre. Qu'est-ce que vous dites? C'est son opinion que je respecte. Je pense que nous avons chaque fois estimé que l'unité ne se décrète pas. L'unité, c'est avant tout ceux qui partagent les mêmes idéaux, qui ont les mêmes ambitions, qui empruntent le même chemin, qui ont intérêt à se mettre ensemble parce qu'ils doivent effectivement assumer ensemble les mêmes combats. Il y en a aussi qui ne sont pas encore prêts. Je crois que c'est à nous aussi de travailler pour ramener tout le monde à l'unité parce que nous concevons l'unité dans le sens d'un combat que nous engageons avec tout le peuple burkinabé. Nous avons dit que lorsque le peuple il est uni, il devient invincible. Aujourd'hui, notre peuple, c'est-à-dire tous les Burkinabés, ont besoin de se mettre ensemble pour aller contre tout un système, travailler à construire, sinon à reconstruire un État dont justement l'insurrection a porté au firmament beaucoup d'aspirations. Par exemple, lutter contre l'extrême pauvreté, travailler à ce qu'il y ait des emplois, travailler à ce qu'il y ait la sécurité, autant de chantiers qui ne donnent plus, en tout cas, la place à ceux qui veulent la stigmatisation ou qui veulent purement et simplement aller tout seuls. Je pense que ça ne sert à rien aujourd'hui au peuple burkinabé de se laisser diviser par des politiciens en perte de vitesse. Justement, vous parlez de travailler à ramener tous ceux qui croient en l'idéal sankariste au sein de cette famille-là. Et à votre investiture, on marque que vous avez demandé pardon pour votre part de responsabilité dans les incompréhensions et les stigmatisations dont vous avez parlé. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Je suis très sincère. Je suis très sincère. Je ne suis pas un ange. Je pense qu'en tant qu'humain, souvent même dans la fougue de bien faire, on peut blesser quelqu'un sans même se rendre compte. Voilà pourquoi j'estime que pour les sankaristes, il faut se surpasser. Il ne faut plus laisser la place à la médisance. Il ne faut plus laisser la place à la critique facile. Moi, je pense que quand on se dit sankariste, c'est qu'on a des arguments à proposer contre la misère de notre peuple. C'est ça qui nous intéresse. Mais les hommes, souvent, se sont querellés. Voilà pourquoi je dis humblement, moi, je demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire, qui a vexé quelqu'un, qui a blessé quelqu'un. Et je le dis de toutes mes forces, dans la sincérité, parce qu'il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant parce que ce peuple ne va plus regarder, nous, nos mésententes. Ce peuple ne va plus regarder, nous, nos insultes dans la presse. Ce peuple ne va plus regarder nos mines. Ce peuple veut se réaliser ici et maintenant. Vous parlez de se réaliser. S'il y a une action forte pour vous, pour le peuple, ça serait quoi? Pour moi, l'action forte, c'est pouvoir conquérir le pouvoir d'État et réaliser l'alternative que nous portons. Et donc, ce n'est pas la première fois que Maître Sankara est candidat à la présidentielle en 2005 et en 2010. Vous n'avez pas franchi la barre des 10%, 4,94% en 2005, 6,34% en 2010. Qu'est-ce qui va faire la différence cette année? La différence, c'est que personne ne croyait aussi que le peuple burkinabé pouvait s'insurger les 30 et 31 octobre. Je crois que ce peuple-là est mature. Il peut aussi faire l'insurrection électorale
créer les conditions d'une véritable révolution dans la gestion et la gouvernance du pouvoir d'État. Et nous y croyons. Et qu'est-ce que vous allez proposer concrètement qui va faire la différence entre ce que vous aviez proposé en 2005 et en 2010 ? Très bien, madame. Nous avons, au cours de la convention, élaboré notre projet de société. Nous allons très bientôt décliner notre programme de gouvernement. Et nous pensons qu'il faut couvrir l'ensemble des provinces, l'ensemble des communes, aller dans chaque village, dans chaque hameau de culture et expliquer notre projet de société. C'est créer les conditions d'une confiance retrouvée entre l'électorat et notre projet de société. Bon, à travers des hommes, bien sûr, qui vont animer, l'action politique. Alors, sur le terrain, il y a d'autres partis, d'autres candidats déclarés et non déclarés. Qu'est-ce qui va faire là? Et surtout que les sondages ne vous avaient pas placé en bonne position. Qu'est-ce qu'il va faire la différence entre vous et un candidat de l'UPC ou du MPP ou de la NAFA? Moi, je n'ai jamais commandé de sondage. Moi, mon sondage, c'est le peuple burkinabé. Alors, les Burkinabés se rappellent que vous n'avez pas voté le 21 novembre 2010. Et vous étiez présente à Yako. Au motif, justement, que votre carte d'électeur n'était pas conforme à l'article 53 du Code électoral, et ce, après avoir battu campagne. Est-ce que vous allez voter en octobre prochain? Je vais voter parce que mon non-vote en 2010 nous a permis d'avoir une biométrie, nous a permis d'avoir un fichier plus ou moins acceptable. Je pense que le refus de voter en 2010 pour M. Sankara était un refus, un rejet d'un système. Rappelez-vous que nous avons attaqué cette carte d'électeur devant le tribunal administratif et nous avons eu raison. Ça veut dire que Blaise Compaoré était même élu sur la base d'une carte d'électeur illégale. Donc, et pourtant, vous aviez battu campagne. Mais bien sûr, il fallait battre campagne pour montrer jusqu'où nous avons un électorat. Et vous verrez que nous avons fait une progression assez significative entre 2002, date de la création de mon parti, l'UNIR MS, à ce jour. Je crois qu'il faut juger les hommes politiques dans leur progression. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait une élection transparente, crédible, selon vos voeux et selon ce que, malgré ce que certains ont relevé comme tentative de fraude avec cette carte biométrique? C'est vrai qu'un système électoral comme celui qu'on voit au Burkina Faso n'est jamais parfait. D'abord, notre système électoral est fondé sur un état civil qui est lui-même bancal. Donc, il y a nécessairement des insuffisances. Mais l'essentiel, de mon point de vue, c'est que la CENI est en train de faire un travail appréciable. Il lui manque certainement les moyens, notamment financiers, parce que nous suivons l'action gouvernementale, qui est à ce jour en train de chercher quelques 20 milliards. Mais je pense que les promesses, en tout cas du côté du gouvernement, sont très bonnes. Il faut maintenant que les partis politiques jouent leur rôle, leur partition. D'abord, faire enrôler les électeurs. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement, mais il faut insister. Il faut travailler à ce que le scrutin soit transparent et que nous puissions assister le 11 octobre et en janvier à des élections propres, justes et équitables. Maître Sankara, vous avez parlé d'état civil bancal plutôt. Et qu'est-ce qui manque à la CENI en dehors de... Est-ce que ce manque d'engouement des populations-là ne signifie pas aussi un désaveu de ce que les politiques font jusqu'à présent, parce qu'avec la révision, il n'y a pas eu beaucoup d'engouement? Non, ce n'est pas en tant que tel un désaveu de ce que font les politiques. C'est, de mon point de vue, une espèce de déception qui est arrivée après l'insurrection. Vous avez remarqué que les premiers moments ont été des moments de tâtonnement, ça n'a pas été facile. Il y avait des attentes fortes qui n'ont pas été tout de suite respectées. Et c'est avec le recul qu'on sent que, effectivement, le gouvernement de la transition, les organes sont en train de se ressaisir
pour travailler véritablement à répondre aux attentes de nos populations. Je crois que quelque part, ça explique pourquoi le peuple est resté un peu timoré. Est-ce que la classe politique a été à la hauteur de l'insurrection populaire? Mais bien sûr, c'est la classe politique qui a été aux avant-postes de tous les combats. Par exemple, moi, mon parti, l'UNIPS, déjà en 2013, avait lancé la désobéissance civile. Mais certains disent que certains se posent la question pourquoi les partis politiques se sont retirés à un certain moment. Certains parlent de calcul pour être candidat ou pas après la transition. N'est-ce pas là? Bon, c'est pas un retrait. C'est pas un retrait parce que même si c'en était un, ils se sont ressaisis en créant le CCPP, c'est-à-dire ce cadre de concertation, qui aujourd'hui est en train même de se structurer avec l'implication du gouvernement, parce que effectivement, il aurait fallu que toutes les forces vives, tous ceux qui ont paraphé la charte, se donnaient la main. Malheureusement, il y a eu des calculs, de mon point de vue politicien, de la part de certains qui croyaient que le fruit était en train de pourrir. Et ils se sont rués sur l'électorat. Après, ils se sont rendus compte que le système, il est encore là. Donc, aujourd'hui, je crois quand même qu'il faut travailler à renforcer cette cohésion, faire en sorte que le code électoral qui a été voté soit d'application et que nous puissions effectivement permettre à tous les citoyens burkinabés de pouvoir porter leur choix sur des projets de société et sur des hommes capables d'apporter une autre gouvernance. Et je pense que les Burkinabés savent maintenant lire entre les lignes et feront le bon choix. Pour revenir au choix que vous proposez au niveau de la famille Sankaris, nous tirons vers la fin de cet entretien. Est-ce que les plus dubitatifs, qu'est-ce que vous allez offrir comme garantie aux plus dubitatifs que cette unité-là, c'est pour de bon? D'abord, moi, je vais du principe que l'unité, ce n'est pas autour d'un homme, mais c'est autour d'un idéal. Et certains ont dit que la présence de Mariam Sankara y est pour beaucoup. Non, elle a facilité. Elle a facilité et sa présence, c'est tout un symbole. Vous savez, elle porte plus de 27 ans de résistance. Elle est restée stoïque, digne dans sa façon de lutter. Elle reste aussi une icône pour les Sankaristes. Donc, sa présence a effectivement contribué. Mais je dis que pour créer une alternative, il va falloir créer les conditions d'une adhésion à un projet de société que nous allons ensemble, avec vous, avec les cultivateurs, avec les commerçants, les élèves, tous les segments de notre société, construire ce pays-là. Et je crois que c'est en ce moment que les Sankaristes ont leur carte à jouer, parce qu'il faut mettre l'accent sur des valeurs. Quelles valeurs? Les valeurs d'intégrité. C'est ça qui fait la particularité des Burkinabés. Quand je dis je suis Burkinabé, le premier signe, c'est l'intégrité. Ensuite, il y a des valeurs qui sont dans la charte, qui sont dans la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, plus Sankariste, qui peut porter ces valeurs-là? Je n'en vois pas. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci parce que ça a été un honneur pour moi. Nous poursuivons ce journal avec le programme d'urgence de la transition qui est en train d'être mis en œuvre au Burkina Faso. Mais comment réussir l'exécution des activités programmées? C'est une question pour la réponse de laquelle le Premier ministère a rencontré les entreprises retenues pour la réalisation des travaux. Fousseni Kindou. Un langage de vérité, c'est ce qu'a voulu tenir le Premier ministère avec les entreprises retenues pour les travaux du PSUT, le programme socio-économique d'urgence de la transition. Pour le gouvernement burkinabé, il est important pour ses prestataires d'exécuter avec diligence, sérieux et professionnalisme les travaux de ce programme capital pour la transition et qui doit faire face à la forte demande sociale à l'origine de l'insurrection. Aucune complaisance ne sera donc tolérée. C'est vrai, la transition est limitée par le temps, mais ce lancement, c'est pour dire que chacun a le devoir et l'obligation d'être dans les délais et qu'en octobre, chacun puisse en tout cas livrer les infrastructures auxquelles il a soumissionné. Pour les entreprises retenues, le message est bien compris. Elles souhaitent néanmoins
que la même diligence qui leur est demandée soit également du côté du gouvernement de transition dans l'allègement des procédures administratives. Au fait, souvent, les problèmes de retard, ça a lié des conditions. Les conditions, ça veut dire quoi? Si tu demandes une avance de démarrage et le gouvernement met 3 mois pour te débloquer de l'avance, tu as déjà une grande retard. Et tu as déposé une décompte et le gouvernement prend 6 mois pour être payé et ton délai sont déjà finis. Le PSUT, le programme socio-économique d'urgence de la transition, est un important programme du gouvernement de transition qui sera exécuté en 4 mois et va réaliser des infrastructures éducatives et scolaires dans les 13 régions du Burkina. Il est prévu la construction d'un technopôle à l'université de Ouagadougou, de 2 amphithéâtres à l'université de Bobo-Dioulasso et de Koudougou, de près de 80 complexes scolaires dans les 13 régions du pays, ainsi que des infrastructures sanitaires, 37 au total pour toutes les 13 régions. Allons à présent au CHU Yalgado-Ouedraogo. La structure a reçu de quoi dépister et améliorer le confort de ceux qui souffrent d'un handicap comme la surdité. Les appareils de dépistage et de traitement ont coûté plus de 24 millions de francs CFA. Lazare Pouya. Il s'agit pour la seconde fois d'un geste de l'ONG Christoffel Blended Mission CBM à l'endroit du ministère de la Santé. Cette fois, c'est une dotation en matériel d'audiologie d'un coût estimé à plus de 24 millions de francs CFA, ce dont s'inscrit dans le programme Soins de l'oreille et droit à la communication pour tous. Le don de ce matériel se situe dans le cadre de notre appui au ministère de la Santé, à travers la direction de la lutte contre la maladie, pour venir en aide à ce service pour la prise en charge des affections de l'oreille et de l'audition. Ce don de l'Organisation chrétienne internationale de développement CBM participe à l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées dans les pays les plus démunis comme le Burkina. Il permettra ainsi de soulager tous ceux qui souffrent d'une déficience auditive. Ce matériel va nous permettre de mieux diagnostiquer les pathologies de l'oreille et de prévenir la surdité. Donc si les pathologies de l'oreille sont prises en charge à temps, nous pouvons éviter que les malades et les personnes deviennent sourdes. Pour le chef de service de l'oto-rhino-laryngologie, ORL, de l'hôpital Yalgado-Ouedraogo, ce matériel contribuera à mieux organiser le diagnostic. L'audiomètre nous permet d'apprécier l'acuité auditive. Vous avez également un appareil qu'on appelle l'impédance-mètre. L'impédance-mètre nous permet d'étudier un peu les mécanismes qui sont situés au niveau de l'oreille moyenne et qui nous permettent donc d'entendre. Vous avez également à côté ce qu'on appelle les auto-émissions acoustiques. C'est un appareil qui est de conception assez récente qui permet d'étudier la surdité surtout chez le jeune enfant. Désormais, ce matériel participera à la réduction des effets des maladies de l'oreille et de l'audition pour le grand bonheur des populations. L'association Friends of Burkina regroupe des anciens volontaires du corps de la paix qui ont servi au pays des hommes intègres et des Burkinabés vivant aux États-Unis d'Amérique. Les membres de cette association ont décidé de récompenser cette année une personne qui se sera illustrée dans la promotion de la paix. Plus d'explications sur les objectifs de ce Peace Awards avec le docteur Claude Milogo qui s'exprime au micro de Moumouni Soubega. C'est une initiative nouvelle. Ils veulent vraiment promouvoir la paix et promouvoir tous ceux qui ont œuvré dans le cadre de la paix au Burkina Faso. Vous pouvez vous nommer vous-même si vous pensez que vous avez vraiment contribué à la promotion de la paix ici au Burkina Faso, ou bien vous pouvez nommer quelqu'un d'autre. Alors, qui peut vraiment faire partie, c'est soit des Burkinabés, bien sûr, soit des anciens volontaires du corps de la paix qui ont travaillé au Burkina Faso, mais aussi toute personne qui a vraiment contribué à la paix ici au Burkina Faso. Il y a un prix monétaire de l'argent, $500, plus une statuette en bronze qui est faite par un artisan burkinabé. Vous pouvez postuler directement sur le site web de Friends of Burkina qui est www.friendsofburkinafaso.org. Ou alors vous appelez au corps de la paix américain au Burkina Faso.
La biographie de l'écrivain William Kombari s'est enrichie. L'écrivain gendarme a initié une soirée dédicace pour présenter son dernier né au public. C'est un recueil de nouvelles au titre évocateur, Le verdict du sable. En plus de ce recueil de nouvelles, le commandant Kombari a rendu accessible au grand public les principales étapes du mariage avec un ou une militaire. Fousseni Kindo. Clarisse est une catholique pratiquante et s'est éprise de Kanfélé, un adepte des croyances traditionnelles. Pour concrétiser leur amour, les deux tourtereaux ont eu recours à la divination par le sable, comme il est de coutume chez les Goulmatiers. Voyant déjà leur union scellée, que ne fut leur surprise, le sable en a décidé autrement. Le mariage n'est pas possible entre Kanfélé et Clarisse et aucune réparation n'est envisageable. C'est la trame de l'histoire de la nouvelle éponyme du recueil de 7 nouvelles de William Kombari, un ouvrage qui pose la problématique du personnalisme africain et son rapport avec le religieux. Un rapport conflictuel qui cache mal les questions de justice, de paix intérieure et surtout d'amour, à croire que c'est une obsession chez William Kombari. Quand on parle de religion, on peut égratigner certaines sensibilités. Et moi, j'essaie simplement de poser les bonnes questions pour que tout un chacun se remette en cause et tout un chacun puisse aller au-delà pour prôner ce qu'on appelle l'amour. Parce que toutes les religions prônent l'amour. Outre le verdict du sable, l'auteur, par ailleurs commandant de gendarmerie, a présenté au public un fascicule sur le mariage militaire ou plutôt le mariage de militaires. L'auteur y expose la réglementation, le cérémonial de la célébration et les traditions militaires qui l'entourent. Une excellente brochure qui procure des réponses à tous ceux qui regardent avec curiosité le mariage des militaires. C'est tout pour cette mi-journée. Bon week-end de la Pentecôte à tous et à toutes.